Vous voyez bien l'avance pour ça. Quelqu'un a une question encore? Je vous propose de passer, on pourra continuer évidemment la discussion après, et de passer à Laura. Parce que je sens qu'elle bouge sur sa chaise depuis tout à l'heure. Pas du tout, je suis très sage. Très sage. Je sais pas quelle est exactement la bonne distance, c'est comme ça, un petit peu sur l'outil. C'est bon? Vous m'entendez? Non? Bof? Oui? Prêt? Merci. Alors, je vais tenter l'exercice difficile d'à la fois vous apporter la parole d'acteurs réunis à l'intérieur du fisc, d'essayer de rebondir sur ce qu'a amené Carole, qui était quand même très intéressant. Merci beaucoup pour ces apports, même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est toujours un plaisir d'avoir ces apports-là. Ça amène quand même une réflexion très riche. J'avais prévu de vous parler essentiellement des droits culturels et de l'économie solidaire. Je pense que je vais commencer par l'économie solidaire, peut-être pour avoir une clarification en tout cas de ce qui est vécu à l'intérieur des réseaux et des organisations membres de l'UFISC et donc de leurs adhérents, merci pour et de leurs adhérents, pour après reboucler un peu sur la façon dont elles se sont réunies, notamment autour des notions de droits culturels. Un petit rappel donc sur les notions d'économie solidaire. Alors, donc vous savez que le mouvement d'économie sociale et solidaire, entre la partie d'économie sociale et la partie d'économie solidaire, oui, il y a ce que nous, on estime dans l'économie sociale et solidaire, sociale et solidaire et particulièrement solidaire, des pratiques et des interprétations économiques qui nous semblent relativement néfastes pour l'environnement, son semblable, son prochain, la démocratie. On a quand même une série d'enjeux comme ça qui ont été relativement identifiés depuis un petit moment maintenant. Ça dépend, vous pouvez compter la révolution de 1789 ou un peu avant, c'est-à-dire le moment de vivre ensemble et effectivement la forme capitalistique telle qu'elle se développe, notamment sous sa forme néolibérale, nous pose des problèmes. Après, pour qu'on soit très clair, dans le mouvement d'économie sociale et solidaire, c'est bien... il y a différentes histoires que j'ai pas le temps différentes phases que j'ai pas le temps de vous restituer ici. C'est vrai qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire une entrée, une certaine lecture qui se fait par les statuts, qui est extrêmement problématique parce qu'effectivement, la légitimité vient de la forme de l'entreprise, on ne questionne plus le projet, la façon dont c'est géré, au mieux on a une convention collective et puis c'est la fin de la conversation. Ce qui n'est quand même pas du tout le modèle associationniste. Alors, le modèle associationniste, qu'on soit bien d'accord, c'est la première partie du 19e siècle avec, c'est vrai, une majorité de formes d'associations, mais qui ne s'y résume pas du tout, qui prend en compte les coopératives, sous des formes d'ailleurs diverses et variées. Et c'est bien de ça dont on parle à l'intérieur de l'Union, et c'est surtout ça qu'on travaille. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le mouvement associationniste, c'est le fait, la tentative en tout cas, honnête, et de conserver cette honnêteté, d'essayer d'aligner les valeurs qui font qu'on se réunit dans cet entrepreneuriat collectif, et c'est ça qui je crois est important, c'est le fait qu'il y ait cette volonté de ne pas partir tout seul, que la figure de l'entrepreneur et que l'entrepreneuriat ne soit pas identifié finalement à l'entrepreneur rockstar, alors là, tel qu'on nous la propose de façon assez ahurissante ces derniers temps, et notamment pour le secteur artistique et culturel. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir un discours un peu critique sur une partie notamment de l'économie sociale et solidaire. Alors nous en général on dit l'économie sociale, mais on ne se renvoie pas dos à dos les uns les autres. C'est vrai qu'il y a par contre l'identification d'une réelle distinction, et c'est pour ça qu'on s'appelle le fisc, vous le savez peut-être, de la question de la lucrativité. Le problème est moins celui du marché. On peut avoir de la billetterie, on n'est pas le diable quand on a une billetterie ou autre forme de rapport marchand. La question c'est, et Jean-Michel Laville le dit très bien, en tout cas c'est ça qu'on essaie de travailler, le phénomène historique qui est passé, donc Jean-Michel Laville pour travailler ces questions-là s'appuie essentiellement sur les travaux de Marcel Mauss et sur les travaux de Karl Polanyi. On pourrait amener les travaux de Karl Marx dans cette histoire-là, sur la lecture économique. Nancy Fraser le fait beaucoup. Vous verrez tout à l'heure, on atterrira sur la question des droits culturels à cet endroit-là. Ce que Jean-Michel Laville pointe, c'est bien les travaux anthropologues et ethnologues qui disent que l'activité humaine ne s'est jamais réduite au marché, que le marché n'a jamais été dérégulé, et que l'entrepreneuriat lucratif tel qu'il est pensé aujourd'hui et qu'on nous propose comme une forme naturelle humaine de comportement n'est absolument pas la seule alternative et n'est pas
le fait scientifique de l'ADN humain, mais alors vraiment pas quoi. Et les travaux anthropologues et ethnologues montrent tout l'inverse. Ce qui ne veut pas dire que l'être humain serait naturellement bon et dénué de tout rapport de force, bien au contraire. Ça veut simplement dire que la forme d'économie qu'on nous propose, et notamment la forme de marché, pas seulement concurrentielle, prédateur, destructeur, avec des logiques monopolistiques qu'on ne sait pas gérer, parce qu'on ne sait pas gérer la question de la concurrence, telle qu'elle nous est proposée sous cette forme-là en tout cas, pose des questions qui vont de la survie d'un secteur qui s'est professionnalisé en France largement pour des raisons historiques, qui est le secteur artistique et culturel, mais qui touche du coup à la question, c'est vrai, je ne sais pas si le mot civilisation est le bon mot, mais en tout cas de ce que vous portez vous, c'est-à-dire de la façon dont on vit ensemble sur un territoire, autour de projets artistiques et culturels, mais en même temps, pas que sur ce secteur-là, j'y reviendrai après, hein, c'est quand même le projet de l'économie solidaire, qui n'est pas un secteur, mais qui est bien un mouvement politique, et qui donc ne peut pas se permettre de penser la culture, les arts, la culture, toutes ces formes de production de façon isolée, qui doit le penser avec les formes d'agriculture. On y pense souvent. On a des formes communes, tant sur les modalités de l'emploi d'ailleurs que sur les modalités de maîtrise de l'outil de production, mais on pense aussi au secteur social, et pas seulement sur un territoire dans un échange entre travailleurs autour d'un public ou de praticiens amateurs, hein. Pas seulement à cet endroit-là, mais sur ce que ça dit de la façon dont on construit et on renégocie et on recompose nos solidarités, parce qu'on ne se situe pas sur un champ ou dans un paysage, dans une position intellectuelle qui interprète l'autre dans toute cette diversité sectorielle, de public ou d'autres professionnels, qu'on ne se situe pas en situation de concurrence et de domination économique. Mais ça pose plein de problèmes, effectivement, parce que vous le savez beaucoup mieux que moi, vous êtes dans un environnement qui ne laisse, en termes d'interprétation par la norme de vos activités, que très peu de place à la reconnaissance de la non-lucrativité, à la reconnaissance de l'économie vivrière, c'est-à-dire que je pense que vous qui êtes assis dans cette salle, mais aussi les 2500 structures qui sont réunies à l'intérieur des fédérations que vous avez participé à monter, comme des outils collectifs pour défendre vos métiers en disant que la professionnalité ne se définit pas par la capacité à gagner des parts de marché, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pose pas la question du modèle économique par ailleurs, hein, entendons-nous bien, mais que la responsabilité, vous l'avez prise, on l'a prise à l'intérieur du fisc, en disant la responsabilité, ça ne peut pas être de se considérer comme professionnel de la culture et de n'avoir rien à dire de ce que ça veut dire d'être en concurrence avec l'autre. De n'être plus capable d'être reconnu ni par l'institution nationale, locale ou européenne et sous des formes internationales, hein, si on pense notamment à la modification et à l'imposition des nouvelles normes gestionnaires ou comptables qui interprètent la relation économique vraiment comme une relation extrêmement destructrice par rapport à la richesse humaine et par rapport à l'interprétation des activités de l'autre. Il y a ce mouvement quand même dont vous vous êtes saisi, vous avez dit non, on est des formes professionnelles, on doit se poser la question économique, avec plus ou moins de succès. On en est tous là, les TPE, PME lucratives ne vont pas très bien non plus. Ça n'est pas que la question du modèle de subvention. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a été discuté et qui continue d'être discuté. Donc, ça pour dire, l'économie solidaire, c'est ça que ça permet. D'abord, ça permet de dire, de s'exonérer en partie de la question de la propriété de l'outil de production pour parler de sa maîtrise. La SIC, la SCOP, bien sûr, ça permet la propriété. L'association n'est pas propriétaire de l'outil de production, mais vous avez en commun, et c'est ce que vous travaillez au quotidien, la question de la maîtrise en responsabilité de cet outil de production et du sens de la production. Et c'est ça que vous, à mon sens, hein, que vous avez partagé dans l'UFIS, que vous continuez de partager et que vous partagez aujourd'hui en vous posant collectivement la question de la responsabilité et de son périmètre pour vous en tant que professionnel et au-delà dans votre place de citoyen. Ça pour dire aussi que l'économie solidaire, elle a pensé du coup cette question de la maîtrise de l'outil de production dans un objectif qui, je crois, quand vous parlez à l'intérieur de l'économie solidaire, dans le secteur artistique et culturel, d'émancipation des personnes, de libre participation à la vie publique, c'est quand même ça les objectifs qui sont portés. Alors, toutes les associations artistiques et culturelles ne portent pas en plein ces objectifs-là. La question de la création et de la figure de l'artiste et de l'importance de la place qu'on laisse à la création et de la façon dont on interprète la liberté de création est une question extrêmement difficile, c'est vrai.
mais quand même, on a développé largement la question, non pas seulement de la transmission, mais bien de la pratique, par tous, des activités artistiques et culturelles. Tout le monde n'a pas la position de l'artiste, mais je crois que cette question-là est discutée quand même assez largement. Ce qui nous amène quand même à la question des droits culturels. Alors, il y avait tout à l'heure une carte, j'aurais bien aimé qu'elle s'affiche là maintenant, qui était il y avait marqué « on va prendre de la hauteur ». Alors, moi je ne suis pas juriste officiellement, mais j'ai quand même étudié un droit public. Donc je vais vous proposer effectivement de prendre la hauteur qu'on travaille à l'intérieur de l'office sur la question des droits culturels. On va commencer peut-être par la modification récente du paysage institutionnel, la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, mais aussi, et en écho, la loi sur la création, sur la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, qui toutes deux reconnaissent que les politiques publiques, mais aussi les pratiques des professionnels, doivent se faire en concertation les unes des autres et dans le respect des droits culturels. On n'aura pas le temps d'aborder ici toute la dimension que recouvrent les droits culturels, mais simplement peut-être pour effectivement se saisir de la hauteur que, pour une fois, la loi française nous permet de prendre en direction des réglementations européennes et des textes européens dont nous sommes signataires, mais aussi des textes internationaux. Les droits culturels, c'est simplement une lecture transversale qui a été proposée par un groupe de chercheurs, notamment dans le cadre du groupe de Fribourg, et qui, en traversant un peu les différents textes qui ont été signés par notre pays, mais aussi par les différents pays européens et d'autres pays, des pays tiers, des droits fondamentaux, dont le droit à participer à la vie culturelle et le respect de son identité, sans que celle-ci ne puisse se faire au détriment de l'identité de l'autre. Alors, je vous lis quand même un tout petit extrait de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, qui dispose dans son article 5 « Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix, et en particulier dans sa langue maternelle. Toute personne a le droit à une éducation, à une formation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. Toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » On voit bien que, alors ça c'est un texte parmi tant d'autres, on a les droits culturels sont cités dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc je viens de citer la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, qui elle-même a donné lieu à diverses conventions, notamment la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. On a la commission, la réunion des gouvernements locaux et l'agenda 21 de la culture, la déclaration de Fribourg en 2007, et puis donc maintenant la définition dans les lois françaises. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est aussi le rapport de Madame Farida Chaïd, la rapporteure spéciale pour le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui dit en 2013 dans son rapport « Les expressions artistiques et la création font partie intégrante de la vie culturelle. Elles impliquent la contestation du sens donné à certaines choses et le réexamen des idées et des notions héritées culturellement. La fonction essentielle de la mise en œuvre des normes universelles relatives aux droits de l'homme est d'empêcher que certains points de vue ne l'emportent arbitrairement en raison de leur autorité traditionnelle, de leur pouvoir institutionnel ou économique, ou d'une supériorité démographique au sein de la société. » Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé faire avec ça en matière de responsabilité, vous, professionnels de la culture? Je n'ai pas toutes les réponses, l'UFISC n'a pas trouvé toutes les réponses, mais on y travaille. Ce qui est plutôt intéressant, c'est, à mon sens, le fait en tout cas c'est ce qui est travaillé, c'est le fait de décentrer la question de la responsabilité individuelle pour retrouver la question de la responsabilité collective et se reposer la question de savoir mais finalement, quel est le sens effectivement de cette profusion de projets artistiques et culturels, mais qui témoignent en même temps d'une appétence qui n'est quand même pas inintéressante. À un moment, on a un discours politique qui remet en cause, de façon
extrêmement radical la place des arts et de la culture dans la société. Sa capacité à être une activité humaine fondamentale, comme ça a été pointé tout à l'heure. La question de la légitimité des professionnels des arts et de la culture à s'exprimer à cet endroit-là, sans accaparer le débat, mais bien en étant en responsabilité pour ouvrir le débat dans la société sur ce que c'est que la libre participation à la vie publique. Là, il y a, je crois, quelque chose de vraiment intéressant et il y a quand même un certain nombre de fédérations dont vous êtes partie membre qui ont posé cette question-là et qui commencent, si ce n'est à trouver des réponses universelle, en tout cas une diversité de réponses, et c'est bien, je crois, qu'on trouve tout l'intérêt de ces notions. Donc, pour revenir sur la question de la responsabilité et de la question de l'évolution des formes d'entrepreneuriat, et notamment d'entrepreneuriat collectif, je rejoins tout à fait Carole pour dire qu'il y a une recrudescence, une redécouverte, une réinvention, une réarticulation des solidarités actives qui se pensent dans les droits culturels et qui reposent de façon extrêmement prégnante la question de la justice sociale qu'on voit à travers les droits culturels. Les droits culturels, en tant que droits fondamentaux, sont indissociables et donc comprennent la question de la justice sociale. Et donc, effectivement, on ne peut pas sacrifier une partie de la population sur l'autel de la création, on en est bien d'accord. Maintenant, quelle forme on se donne effectivement, il y a toutes les formes coopératives qui ressurgissent, qui sont aussi réinterprétées. On a la loi sur l'économie sociale et solidaire qui redonne des nouveaux cadres, qui essaie de moderniser ou en tout cas de répondre à des attentes des acteurs. On a aussi des formes associatives qui font qui continuent en fait, mais qui sont repensées. Je crois que j'entends les critiques qui sont adressées et j'entends aussi, on en témoigne à l'intérieur des divers groupes de travail qu'on a sur ce sujet-là. La question de la place des salariés, la question de l'équité entre travailleurs au sein d'un outil collectif que devrait être l'association et qui finalement, par isomorphisme, s'est retrouvé à avoir un président, un bureau, un conseil d'administration et si les salariés pouvaient ne pas siéger, ce serait encore mieux. C'est pas toutes les associations, vraiment, c'est juste ça que je tiens à dire. C'est pas toutes les associations, il y en a plein qui se pensent autrement et il y en a de plus en plus. Ça, c'est ce qui commence à être intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment où on commence à reconnaître les droits culturels, où on commence vraiment à en parler, on commence à l'inscrire dans la loi. À un moment où on parle d'hyperflexibilité et où effectivement on renvoie les individus à être entrepreneurs d'eux-mêmes et à faire valoir un talent plutôt que d'avoir encore la capacité à discuter collectivement des compétences qu'on va pouvoir défendre ensemble, il y a vraiment toutes ces problématiques. D'un seul coup, nous ce qu'on voit et ce qui nous est demandé, donc ce que nous travaillons collectivement, c'est de travailler l'entrepreneuriat collectif, notamment non lucratif, ou à lucrativité limitée, on s'entend bien, mais c'est-à-dire à but autre que lucratif, pour les arts et la culture, mais avec les copains. C'est-à-dire que nous, ça fait quand même un petit moment, un temps qu'on travaille les pôles territoriaux de coopération économique, où effectivement on peut penser la coopération, non pas dans des zones exclues du marché, mais complètement exclues, mais dans des marchés qui sont non prédateurs, dans des zones d'échange qui prennent en compte l'échange monétaire, mais qui prennent aussi en compte des logiques réciprocitaires, alors qui existaient avant. Simplement là, on voit bien qu'il y a un ressenti de besoin d'exprimer ces réciprocités, de les faire valoir, de dire qu'elles sont légitimes et de ne pas laisser le marché et le discours lucratif les décrédibiliser et les renvoyer finalement à une incapacité gestionnaire. Donc là, on retombe aussi, et on voit bien que ça fait écho à la question de la diversité culturelle, c'est la diversité des modes de gestion. Et ça y est, nous avons des chercheurs qui travaillent sur la question des modes de gestion, notamment solidaires. Et cette diversité économique, elle fait écho à la diversité démocratique dans le sens où participer à la vie économique d'un pays et faire le choix d'un positionnement non lucratif ou faire le choix d'un entrepreneuriat collectif, faire le choix d'un entrepreneuriat qui se positionne normalement dans l'économie solidaire, c'est-à-dire qui va pousser à la coopération, pousser à l'innovation sociale dans le sens d'un progrès partagé entre initiatives, mais aussi entre travailleurs. Là, on a bien des formes qui pensent la démocratie comme quelque chose qui ne s'arrête plus à la porte de l'entreprise, mais qui s'aligne avec la façon dont on développe ses activités. Voilà, je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas prendre trop de temps, mais simplement pour revenir sur la question du sens quand même
parce qu'il nous semble que c'est important, la question des responsabilités, elle s'attache, ou elle peut difficilement être pensée hors de la question des normes de référence qui fixent le cadre de la responsabilité, son périmètre, et comme tu disais Carole, la façon dont on est responsable. Je ne vais pas revenir sur la question des moult problématiques conventionnelles que vous connaissez du secteur, la CCNESC, la PCNSVP, et j'en passe. Je préférerais revenir sur les travaux d'Alain Suppiot, qui gère au Collège de France la chaire qui travaille sur les constructions juridiques de nos solidarités, et qui dit bien combien il est urgent de repenser la façon dont on va construire des solidarités à l'endroit des travaux, et la façon dont il faut absolument qu'on repose la question du sens du travail, du sens de la production, de pourquoi on produit, pour qui et pour quel territoire. À défaut de quoi, les coûts exorbitants des processus industriels qu'on a vus dans le 19e siècle, qui ont été destructeurs, mais au sens fort du terme, qui ont détruit les personnes, se reproduiront, mais cette fois-ci sous une forme hyper flexible qu'a très bien décrit Carole, et que vous connaissez. Là, vous êtes, si ce n'est précurseur, à l'endroit en tout cas, parce que voilà, en tout cas pour ne pas faire une caricature, l'intermittent, c'est vrai, va être pris en otage à un moment ou à un autre de ces conversations-là, et on va avoir du mal à sortir finalement de l'exception que représentent les annexes 8 et 10, et il va y avoir des conversations extrêmement tendues sur la responsabilité employeur qui va être masquée, et j'entends la responsabilité employeur au sens de la diversité des responsabilités économiques des propriétaires des outils de production qui vont devenir de plus en plus massifs, de plus en plus concentrés, et où la capacité pour les acteurs comme vous à maîtriser son outil de production et à être capable d'en décider de l'avenir et du sens va disparaître. Ça, c'est ce qu'on voit à travers les plateformes, c'est ce qu'on voit quand on travaille avec le mouvement des communs, c'est ce qu'on voit quand on travaille avec les mouvements paysans, et qui ont très bien compris ça. On peut penser par exemple à l'endroit des tiers-lieux qui auraient quelque chose à réfléchir en commun avec Terre de Liens qui montent des SCI, c'est-à-dire quand même des propriétés collectives pour récupérer l'usage de la terre et retrouver un usage paysan. Il y a plein de conversations qui convergent comme ça parce qu'on sent bien qu'il y a là une urgence pour repenser ça. Et Alain Suppiot, il dit que le droit civil et le droit du travail ont eu pour finalement fonction commune de civiliser les rapports, notamment dans le cadre de la production. Alors, je ne sais pas si on a réussi à faire ça dans le secteur artistique et culturel. Effectivement, je ne pense pas que ce soit un secteur parfait. Mais je pense que c'est un des secteurs, parmi d'autres, mais un des secteurs qui, à travers la résistance, notamment que vous avez mis en œuvre dans le cadre des luttes sociales, a conservé, a réussi à garder au cœur la question, en tout cas pour les gens qui sont réunis ici et pour tous les outils collectifs dont vous êtes dotés, pour ne pas perdre l'objectif de poser la question du sens. Et c'est ça les droits culturels, c'est de dire qu'on n'est pas légitime par défaut, on est légitime quand on se met en position de discuter de ses responsabilités dans la construction juridique des solidarités, mais pas seulement, dans la construction du travail des solidarités, dans la construction sociale des solidarités, qui sont sans cesse à rediscuter parce que le monde évolue, et parce que les modèles économiques évoluent, et parce que les prédations évoluent, mais que les réponses évoluent aussi, et que les solidarités elles-mêmes se recomposent avec les différentes générations. La transmission sur les outils que vous connaissez, elle se fait aussi là-dessus, elle se fait sur des logiques de solidarité. Et il y a là un véritable espoir, parce qu'il y a une vraie appétence, tant des générations qui arrivent, que des générations qui s'en vont, à partager ça et à partager la question du sens. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laura. Est-ce que, avant la dernière intervention, on me dit dans mon oreillette que le troisième conférencier est arrivé directement d'Allemagne. Donc on va bientôt l'accueillir avant cette intervention de ce conférencier allemand. Est-ce que vous avez des questions sur l'intervention de Laura ou des questions plus générales dans la continuité des réflexions portées cet après-midi? C'est bien ça. Est-ce que Carole, tu as une question pour... En fait, je suis tout à fait d'accord sur la question de la responsabilité par rapport aux normes et par rapport à... Sauf qu'on a vu que les normes, on les demande, donc je ne les applique pas. Enfin, voilà, cette ambiguïté quand même de la norme. Et les travaux de Reynaud montrent que la légitimité en fait d'une responsabilité est dans la légitimité du processus de construction
ces règles. Voilà. Donc si vous trouvez des instances, effectivement, on est en train en plus de mener une recherche sur l'entrepreneuriat collectif qui montre exactement tout ce que tu indiques, c'est vraiment là que se joue la question. Et à nouveau débattu la question du sens, et que c'est vraiment ça que dans les entretiens les gens nous mettent en avant, c'est là que ça se passe. En même temps, il nous parle aussi de choses hyper pragmatiques, et en tant que gestionnaire, c'est rigolo. Par exemple, il y en a un qui nous disait, mais moi, le truc que j'ai pas résolu, c'est je suis dans un modèle SIC où on est vraiment sur du digital, où j'ai besoin de compétences hyper pointues. Et comment je fais pour que les gamins ils n'aillent pas chez Google parce que moi j'ai pas de quoi les payer, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une société dans laquelle, parce qu'on n'a pas le modèle économique qui va avec, les plus grands talents sur les compétences dont on aurait cruellement besoin pour changer le monde et inventer des nouveaux modèles, et bien ils vont partir effectivement travailler pour les modèles qu'on dénonce, quoi. Et pourtant, ils seraient sûrement très intéressés, ces gamins-là. On arrive à les attraper quelque temps, puis après ils s'en vont ou ils viennent pas du tout. Mais en fait, lui, sa question, c'est de dire, ouais, nous, on est vraiment là-dedans, dans le fait de questionner tout ça, de recréer du sens, de construire l'entrepreneuriat collectif, de le construire ensemble, etc. Mais en fait, on n'arrive pas à attirer toutes les personnes qui nous seraient nécessaires pour être en capacité de proposer une révolution. Il faut être très clair, des modèles existants, ou en tout cas une alternative aux modèles existants, et des nouvelles formes de solidarité. Voilà, donc il n'a pas résolu ça, par exemple, et alors, il se pose la question de levée de fonds, par ailleurs, pour arriver quand même à résoudre cette question des compétences. On est sur un marché mondialisé de la compétence, et voilà. Il y a quand même quelques réponses à cet endroit-là, notamment sur le numérique. Je me permets d'en donner simplement pour dire que ça, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas assez pointé, mais après, on travaille la révolution tout court. Non, mais blague à part, on travaille quand même beaucoup des questions un peu pragmatiques, et notamment ça, la finance solidaire, avec tout ce que ça... Parce que c'est ça l'enjeu, hein, sinon on ne maîtrise pas ces outils de production solidaire, il faut quand même qu'ils soient financés. Et donc il y a quand même un certain nombre d'expérimentations territoriales, notamment sur les fonds de solidarité, qui commencent à se mettre en œuvre. Et il y a des banques qui se sont posé la question, la NEF, voilà, comme ça. On est en dialogue, et du coup c'est aussi ce que permettent les gros outils collectifs que sont des fédérations nationales, c'est-à-dire de déclencher les conversations nationales et après de faire décliner, ou l'inverse, c'est-à-dire de faire remonter ces expérimentations-là et de commencer à avoir un outillage un peu où on peut se passer ces moments d'espoir, quoi, aussi, d'expérimentation qui fonctionne. Ouais. J'avais deux autres remarques. Après, moi, il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais que ça me fait penser à ça, c'est la question de l'évaluation de son activité collective, qui est quand même un des grands tabous qui existait jusqu'à présent, que je dois commencer à aborder maintenant, qui se met en place. On ne peut pas être légitime si à un moment donné, on n'a pas de mode d'évaluation de son action, de l'impact de son action, donc là via le développement durable, via la responsabilité sociétale, c'est des choses qui arrivent, donc qui probablement vont se développer, mais là aussi en fonction d'où on vient, de quel monde on vient, on a des résistances plus ou moins fortes à introduire cette question de l'évaluation qui par ailleurs introduit limite à l'acte créatif, parce que, et j'entends aussi qu'on estime qu'il n'est pas nécessaire et qu'il ne faille surtout pas, même idéologiquement, évaluer un acte créatif, parce qu'on pose la question de l'utilité de cet acte, alors que normalement on n'est pas forcément dans ce registre-là. Évaluer, c'est de toute façon évaluer par rapport à une utilité. Là je te rejoins complètement, l'Europe en plus va complètement dans ce paradigme-là de l'activité culturelle, avec une grille d'évaluation utilitaire de cette activité. Très très clairement, c'est la mouvance qui est très largement portée par l'Europe. Et puis enfin, moi, une question à laquelle aussi j'ai été confrontée très récemment dans le diagnostic qu'on a fait, c'est l'effet de concurrence sur certains statuts sécurisés, ou en tout cas un petit peu plus sécurisés via l'intermittence, par exemple. En tout cas, on a une forme d'amorti des difficultés qu'on connaît, via les plasticiens, par exemple, qui ont des régimes complètement pas pris en compte, avec des effets de concurrence interne sur un territoire où tout d'un coup on va se battre parce que oui, alors toi tu demandes de la subvention alors que tu as déjà l'intermittence, moi je suis au RSA, je dois même fabriquer les objets que je produis, que je présente en galerie, ça me coûte même de travailler, je ne suis jamais rémunérée pour travailler que si l'œuvre est vendue, et on a moi j'ai vu des acteurs qui se font la guerre sur le territoire par rapport à ça, parce qu'après par rapport aux politiques, concrètement il y a des choix budgétaires à faire, et je pense que là si cette solidarité elle n'est pas introduite de façon interdisciplinaire, c'est catastrophique par rapport aux institutionnels pour lesquels la grille de lecture est déjà très complexe. Mais c'était une des raisons en fait d'ouverture des statuts de l'UFISC. Je me permets, j'ai le micro donc j'ai le droit de monopoliser la parole. Après je me tais. On a ouvert les statuts de l'UFISC et on a maintenant chez nous la fédération, le réseau d'associations d'artistes plasticiens.
Oui, la frappe. Et là, je crois qu'il y a vraiment un chantier. On est en train de monter un projet citoyen, c'est le moment de pub aussi, c'est gratuit évidemment, ouvert, vous pouvez tous participer, commenter, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou mettre au pot commun de ces réflexions-là. Mais on a un axe sur la question des droits sociaux. Et on a des discussions du coup maintenant internes avec la frappe qui sont amenées à prendre une place centrale sur cette question-là qu'on ne peut plus contourner et qui n'a pas été résolue dans aucune des dernières évolutions réglementaires, ni la LCAP, ni rien, même s'il y a des avancées, hein, je ne dis pas le contraire. Et alors, et pour rebondir là-dessus, c'est assez intéressant parce que par contre, le mouvement des communs, certains réseaux qui travaillent sur la question des transports viennent nous voir en disant alors vous avez l'intermittence, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on pourrait étendre le régime à notre champ, ou est-ce que ça peut répondre à nos questions, etc. Alors c'est très rigolo parce que du coup on commence à avoir des discussions sur est-ce qu'on fait le travail, est-ce qu'on retourne au travail à la pièce, ou est-ce qu'on peut discuter de la façon dont nous on s'est saisi de la question, vous êtes saisi de la question, c'est-à-dire de la maîtrise de l'outil de production, avant que de discuter de la protection du geste unique qui renvoie la personne à une extrême précarité. Il y a des discussions qui ont un vrai intérêt, un vrai enjeu.